Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection L'Iran en transition. Dirigé par Atta Hayati. Les dernières parutions. Lélia Rousselet, Négocier l'atome. Les États-Unis et les négociations de l'accord sur le nucléaire iranien. Préface de Clément Terme et postface d'Annick Cizel, 2017. Reza Rokoe, L'Iran autrement. Des conflits philosophiques à l'iconophobie, 2017. Carole Mann, de la burqa afghane à la hijabista mondialisée. Une brève sociologie du voile afghan et ses incarnations dans le monde contemporain. Préface de Catherine Millet. 2017. Parviz Mohbbi, Les mots et les choses de l'Europe en persan, 12e-15e siècle. Le pays des francs, pierres précieuses et fines, pierreries, métaux, 2016. Mohammad Ali Merati, Les maqams anciens et les instruments de la musique kurde d'Iran et d'Irak. Préface de Barzan Y. Mohammad, 2016. ROUHOLLAHREZAPOUR, Le bilinguisme en néothénie linguistique. Aspect sociolinguistique et psycholinguistique du bilingue français-persan. Préface de Samir Bajrik, 2016. CHAHABSARRAFIAN, Trois figures de la poésie francophile persane. Eslami Enodouchan, Onarmandi et Nadorpor. Préface de Michel Fink et Daniel Wietzkowski, 2016. NASROLLAHNEJATBAKHSHE, Djihad offensif. Ses fondements théoriques d'après les théologiens chiites, 2016. BZAGHERMOMENI, La littérature de la révolution constitutionnelle de l'Iran. Le cas de Fath Ali Akhundzadeh. Préface de Atta Hayati et Pierre Chardin, 2016. Ahmed Fouladvind, La Perse à travers la caméra obscura occidentale. Préface de Dariush Shayegan, 2016. Pirouz accent aigu FT Kari, poète persan, Désir et civilité, 2016. Alireza Khodami, Discours religieux des jeunes en Iran. Les nouveaux visages de la religion. Préface de David Rigoulet-Rose, 2016. Atta Yati, Mohsen Mottaghi, Farhad Khosrokavar, Un sociologue, une révolution, l'histoire tourmentée de l'Iran. 2015. Javad Zeny, Le cinéma iranien. Un cinéma sous influences. Préface de Jean-Luc Godard, 2015. Copyright L'Harmattan, 2017. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. www.harmattan.fr. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. EANIPUB 9 782 343 120 997. Dédicace. À Feredoun Oveda. Remerciements. Je tiens à remercier Serge Leperron, Jean Douchet, Zakaria Hachemi, Frédéric Saboureau, Frédéric Soitcher, Atta Hayati, Ladan Taheri, National Film Archive of Iran et la Cinémathèque française. Je voudrais remercier en particulier Ebrahim Golestan pour sa gentillesse et sa disponibilité, et Zara Noui sans qui cet ouvrage aurait été difficile à achever. Préface. Les grands cinéastes ont tout l'avenir devant eux. Farid Esmaëlpour a dû faire preuve d'une détermination sans faille pour remettre au grand jour l'œuvre d'Ebrahim Golestan, auteur injustement oublié d'un cinéma iranien aujourd'hui reconnu dans le monde entier. Les événements politiques qu'a connus l'Iran à la fin du siècle dernier, les circonstances particulières de la production des films du cinéaste, ainsi que sa personnalité réfractaire aux compromissions ont rendu ce travail aussi difficile que passionnant à suivre et à lire. L'idée qu'un jeune cinéphile iranien décide de sortir de l'oubli un cinéaste de son pays âgé de 95 ans était en soi des plus sympathiques. Inscrire un nouvel auteur dans l'atlas du cinéma mondial, c'est comme ajouter une couleur à nos livres de géographie, aurait pu dire Serge Danet. Le fait qu'on découvre ainsi une œuvre qui fait décidément date dans l'histoire du cinéma rend rétrospectivement l'entreprise indispensable. Ebrahim Golestan, homme érudit, traducteur de William Shakespeare, George Bernard Shaw, William Faulkner ou Ernest Hemingway,
n'est pas simplement le premier à avoir posé les fondements d'un cinéma d'auteur dans son pays, ce qui est déjà énorme. Il fait partie de cette lignée des créateurs du 7e art à avoir creusé en son sein le sillon central du réalisme dont les formes successives ont, à chaque fois, marqué une étape de son évolution. Depuis les Frères Lumière, cette notion ontologiquement inhérente au cinéma n'a cessé de hanter les cinéastes. Ebrahim Golestan fait partie de cette boucle réaliste, qui a traversé le XXe siècle cinématographique et qui opère de manière tout aussi déterminante sur les écrans des salles obscures aujourd'hui. Ainsi a-t-il pu logiquement, dès ses premiers films, prendre langue avec Arthur Elton qui fut avec John Grierson l'un des protagonistes du British Documentary Film Movement. Leur approche spécifique du documentaire dans la cinématographie anglaise, de la fin des années 20 jusqu'aux années 50, s'est trouvée d'emblée au diapason des travaux d'Ebrahim Golestan. Au cours de cette décennie, Golestan a réalisé une quinzaine de films industriels et éducatifs, auxquels il a apporté la force d'un regard et d'une écriture singulière. Au même moment, des cinéastes français réalisaient pareillement des documentaires qui avaient pour sujet le métro et les mines de charbon, Roger Lénart, Un abattoir, Georges Franju, Le polystyrène, Alain Resnais. Ebrahim Golestan a posé avec la même acuité poétique son dévolu sur l'or noir, qui changeait alors la face du monde et singulièrement les destinées de l'Iran. Et comme ses réalisateurs, il ne s'est pas contenté de décrire les mécanismes de l'univers industriel qu'il filmait. Il cherchait dans ces images ce qui se raconte de l'histoire de l'humanité. Farid Esmaëlpour a raison de dire combien le fait de ne voir dans ses films sur le pétrole que leur côté démonstratif est une erreur de jugement, révélatrice d'une absence de regard impardonnable. Il s'agit en fait d'œuvres qui ont pour sujet l'homme, la nature et l'histoire qui se nouent depuis des millénaires entre eux. Le pétrole est par excellence le sujet qui relie la planète Terre ancestrale et l'aventure humaine contemporaine. Cette année, l'année dernière il y a des milliers d'années, dit le commentaire magnifique du film que Golestan a réalisé en écho à ses films pétroliers, sur le site archéologique des collines de Marlik, au nord de l'Iran en 1963. La réalisation de ces films se situe en permanence à la hauteur de la dramaturgie gigantesque qui bouleverse son pays ces années-là. Jusqu'à la catastrophe ultime filmée en 1961 dans un feu. Contre l'incendie consécutif à une explosion dans un puits de forage, les ouvriers de l'industrie pétrolière doivent alors combattre nuit et jour. Alors que le feu avait éclairé autrefois la nuit des premiers hommes, dit Farid Esmaëlpour. Selon lui, ce film constitue d'ailleurs un tournant dans l'œuvre du cinéaste. L'aventure historique inaugurée avec l'ère du pétrole se trouve dans ce documentaire indéfectiblement lié à la condition humaine. Depuis ses premiers films, Ebrahim Golestan accorde en effet une place centrale à ceux qui sont les acteurs et les victimes de l'histoire en marche dont il est le témoin. Dans la trajectoire artistique dont il fait partie, on le trouve donc aux côtés de Rossellini et du néoréalisme. Il s'agit moins ici d'influence que de pas effectués sur le même chemin. Le gigantisme de ce monde est filmé du point de vue de ses habitants. C'est bien en cela que les films d'Ebrahim Golestan sont à l'origine de ce qui va advenir du 7e art en Iran. C'est pourquoi Abbas Kiarostami se sentira si proche de ce précurseur avisé, qui a toujours eu le souci de s'entourer de peintres, de poètes et d'écrivains au sein du studio qu'il fonda en 1959 pour produire ses films et ceux de ses amis. Les scénarios des 2 films de fiction, avec lesquels il a clos son œuvre cinématographique, montrent des humains en proie aux affres de leur chienne de vie. Mais la réalisation dépasse largement le récit qui en est fait. C'est de l'Iran en particulier, et du monde en général qu'Ebrahim Golestan nous parle. De son présent et de son avenir. Le critique américain Jonathan Rosenbaum a comparé son premier long-métrage de fiction La brique et le miroir à Alphaville de Jean-Luc Godard, dont l'action se situe dans le futur. Présent et futur. Jeune cinéphile, le même Godard découvrait éberlué quelques années plus tôt, à la cinémathèque d'Henri Langlois, que les ruines dans lesquelles Murnau faisait errer en 1922 son Nosferatu annonçaient prémonitoirement les images du Berlin en ruine de 1945. Hasard dont la cinéphilie débusque les secrets. Dans une scène de La brique et le miroir, tournée en 1965 et présentée plus tard à son tour à la Cinémathèque française,
Ebrahim Golestan avait introduit dans l'échoppe d'un forgeron de Téhéran le portrait d'un imam inconnu nommé Khomeini. Les grands cinéastes sont des visionnaires, ils filment l'avenir. Grâce au travail de Farid Esmailpour, nous savons désormais que l'un d'entre eux s'appelle Ebrahim Golestan. Serge Le Perron. Introduction. Pourquoi est-il nécessaire d'en savoir plus sur Ebrahim Golestan ? La réponse pourrait être simplement « parce qu'on ne le connaît pas assez ». Mais une réponse plus adéquate est qu'il faut connaître Golestan afin de mesurer l'importance de son rôle dans le cinéma iranien. Car à son époque, il a redéfini à lui tout seul les notions de film et de cinéma. Une redéfinition qui transparaît dans ses films. Son regard, ses méthodes de production et son utilisation des équipements de tournage le rendent unique dans l'histoire du cinéma iranien. Il a inspiré, directement ou indirectement, les générations suivantes de cinéastes iraniens et il est l'un des fondateurs du cinéma d'auteur en Iran. Un cinéma qui s'épanouit plus tard avec Kiarostami, Shahid Saleh, Panahi et Farhadi. Malheureusement, le cinéma d'Ebrahim Golestan n'a jamais été assez vu ni étudié et ce pour différentes raisons. Ces films sont parmi les premiers films iraniens à avoir été sélectionnés dans des festivals internationaux, comme Oberhausen, Venise et Pesaro. Ils ont aussi été projetés à la Cinémathèque française. Pourtant, ils sont peu accessibles aux admirateurs et aux critiques du cinéma iranien. La situation sociopolitique de l'Iran, avant ou après la révolution islamique, est l'une des raisons pour lesquelles ces films n'ont pas été diffusés largement. Le personnage de Golestan, avec sa modestie typiquement iranienne, qui n'accorde pas beaucoup d'importance à la présentation et la publication de ses œuvres, est une autre raison de cette situation. S'y ajoute une inimitié, une malice et des malentendus de la part du milieu du cinéma iranien de l'époque. Une inimitié pas seulement envers ce cinéaste, mais envers ses films et sa façon de penser. La vie et le personnage de Golestan, et son franc-parler ont également suscité ces hostilités. Certains Iraniens lui reprochaient d'être proche du gouvernement du Shah. Mais il faut connaître les complexités de la société iranienne. Ce sont ceux qui ignorent les méandres de cette société et l'histoire de l'Iran, qui peuvent émettre un tel jugement erroné. En effet, Golestan avait une bonne relation avec beaucoup d'intellectuels, et aussi certains grands gestionnaires iraniens. Mais il ne faut pas oublier qu'une grande partie des gérants de grands établissements en Iran étaient issus de grandes familles aristocrates iraniennes. Ils avaient suivi des études supérieures à l'étranger et à leur retour, occupaient beaucoup de postes importants en Iran. Certains d'entre eux étaient des hommes très honnêtes et justes. Par exemple, Feredoun Oveda était un diplomate iranien et un ami proche de Golestan, ou encore Mehdi Sami, le directeur de la Banque centrale iranienne, etc. Toutes ces relations n'impliquaient pas une relation corruptrice entre Golestan et le gouvernement. Si tel avait été le cas, on en aurait trouvé des preuves dans les documents découverts et publiés après la Révolution. Ainsi son comportement révèle bien davantage son indépendance. Abbas Milani, écrivain et directeur du programme d'études iraniennes à l'université de Stanford, dans son livre sur Amir Abbas Oveda, le premier ministre puissant du gouvernement de Pahlavi, raconte une anecdote sur Golestan qui rend compte de sa relation compliquée avec le gouvernement. Milani explique que Golestan et Oveda se connaissaient bien. Ils ont travaillé tous les deux à la compagnie pétrolière de l'Iran. Ils avaient aussi des amis communs comme Sadegh Choubak. Feredoun Oveda, le frère d'Amir Abbas, était un ami très proche de Golestan. Cette relation a parfois facilité le travail de Golestan. Par exemple, après la production du film Les joyaux de la couronne de l'Iran, le ministère de la Culture ne voulait pas envoyer le film au laboratoire pour les étapes techniques de post-production, mais Oveda l'a envoyé directement de sa part au Grande-Bretagne. Pourtant, cette relation ne comblait pas l'écart entre le politicien et le cinéaste dans la société non démocratique iranienne. Par exemple, pendant la projection du film Les secrets du trésor de la vallée de Jin-o-Shah, Oveda donne des explications et compare les personnages avec les vrais membres du gouvernement, ce qui provoque l'interdiction de la diffusion du film. Aussi Milani raconte qu'un soir, Golestan était invité chez son ami Feredoun Oveda. Par hasard,
Amir Abbas Oveda passe chez son frère le même soir et fait une remarque sur la propreté de la chemise de Golestan. Ils rentraient tout juste du travail, et ils commencent tous les deux à se disputer. Finalement Golestan enlève sa chemise, la jette sur lui et dit « Tiens, ça sent la conscience, ça ne pue pas quelqu'un qui a vendu son âme. » Les gardes du corps d'Amir Abbas Oveda s'en prennent à Golestan, mais il leur fait signe de ne pas s'en mêler. Oveda et Golestan se calment et commencent à parler. Plus tard dans la soirée, Amir Abbas Oveda discute avec Golestan et se plaint du système de parti unique du Shah. Quelques semaines plus tard, au cours d'une soirée en honneur de Jacques Chirac, Oveda et Golestan se rencontrent. Amir Abbas Oveda présente Golestan à Chirac et dit « Il est notre meilleur écrivain et cinéaste et nous interdisons souvent ses œuvres. » Cette histoire montre bien la complexité des relations de Golestan. Pourtant il reste toujours indépendant dans son travail et son art. Si j'ai cité cette anecdote sur Golestan, c'est pour montrer qu'il existe un préjugé sur le personnage de Golestan et son travail. Le premier pas pour moi, en tant que chercheur, est d'ouvrir le rideau sur ces préjugés qui ont même touché les critiques cinématographiques. À tout cela il faut rajouter qu'aujourd'hui, en Iran, les films de Golestan ne sont pas montrés du fait des dirigeants politiques religieux. D'ailleurs on trouve difficilement les copies des films de Golestan en Iran, de même qu'à l'étranger, et celles qu'on trouve sont de très mauvaise qualité, souvent des copies illégales. À ne pas oublier que certains de ces films ont disparu pendant les événements qui ont suivi la Révolution, mais aussi à la suite du départ de Golestan à l'étranger. Cette lacune est conséquente à la révolution islamique en Iran, et au désordre du système administratif et des archives qui s'en est suivi. Il reste donc inconnu pour le cinéphile étranger. Heureusement en juin 2016 certains films de Golestan ont été projetés à la Cinémathèque de Bologne en Italie, dans le cadre de l'International Festival de Cinéma Ritrovato. Cette méconnaissance est très regrettable, d'autant plus que Golestan connaissait bien les élites du cinéma de son époque et a été en contact avec des cinéastes et personnalités comme Arthur Elton, Stuart Legg, Chris Marker, Henri Langlois et Feridun Oveda. Il a rencontré Georges Sadoul et Andrew Sarris, qui ont mentionné ces films dans leurs livres et articles. Il semble que la relation des cinéphiles avec lui et son cinéma a été coupée d'un coup, il y a 44 ans, après son dernier film Les secrets du trésor de la vallée de Djinn. Un autre problème est le manque de sources, que ce soit en persan, en anglais ou en français. Souvent les sources présentaient de grandes contradictions. Heureusement j'ai eu la possibilité de rencontrer et interviewer Ebrahim Golestan en personne, et de vérifier mes données avec lui. Et par chance, il a une très bonne mémoire et à 95 ans se souvient très bien de tous les détails. Toutefois, j'ai essayé de trouver aussi d'autres sources, comme des gens qui avaient travaillé avec lui. Aujourd'hui, Golestan est toujours debout. Et rien n'est plus passionnant pour un cinéphile que de découvrir et redécouvrir des films cachés ou perdus de l'histoire du cinéma. Tant mieux si l'on a l'occasion de rencontrer le cinéaste et discuter avec lui en personne. Un cinéaste qui est à ses 95 ans, toujours aussi courageux, avant-gardiste et entreprenant. Jonathan Rosenbaum, le critique américain, appelle Golestan « le lion du cinéma iranien ». Il précise que ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de la nouvelle vague du cinéma iranien, représentée par les films d'Abbas Kiarostami, Mohsen Makhmalbaf et Jafar Panahi, prend sa source dans un cinéma iranien ancien et chez des cinéastes comme Golestan. Ainsi on ne peut pas comprendre les nouveaux cinéastes iraniens sans connaître Golestan. Cet ouvrage est donc une monographie sur Ebrahim Golestan et son cinéma, fruit de mes années d'études et de recherche à l'université Paris 8. Un premier pas pour connaître un cinéaste oublié. Chapitre 1 – Le lion du cinéma iranien. Ebrahim Golestan est né le 18 octobre 1922 à Shiraz en Iran, un pays encore appelé Perse à l'époque. Ses ancêtres étaient des érudits religieux bien connus à Shiraz. Son père était un intellectuel, qui dirigeait un journal intitulé Golestan. En 1925, la nouvelle administration exige le choix et l'enregistrement d'un nom de famille pour tous les Iraniens. Avant cette date, les gens étaient nommés par leur prénom et les prénoms de leur père. En 1928, la plupart des Iraniens se sont choisis des noms de famille. Le grand-père de Golestan étant le fils de Taghi, s'est appelé Tagavi.
Le père de Golestan choisit le nom de Golestan pour lui et sa famille. La famille de Golestan a joué un rôle important dans son éducation. À une époque où il y avait encore beaucoup d'illettrés en Iran, il a appris l'anglais et le français dès son jeune âge. Par ailleurs, vivre à Shiraz, une ville culturellement ouverte à cette époque en Iran, lui donnait l'occasion de voir des films dans les salles de cinéma. Son père, lui-même intéressé par le cinéma et la culture, demandait souvent à son beau-frère d'emmener le petit Ebrahim au cinéma. Golestan a vu le premier film de sa vie à l'âge de 7 ans, dans une salle de cinéma à Shiraz. Il se rappelle avoir vu les films de Douglas Fairbanks comme Les Trois Mousquetaires 1921 et ceux de Luciano Albertini, un comédien italien. Il se souvient aussi du film Le voleur de Bagdad 1940 et de Robin des Bois 1922. En 1941, Golestan obtient son baccalauréat et part à Téhéran pour commencer ses études de droit à l'université de Téhéran. C'est là qu'il rencontre l'écrivain célèbre iranien Sadegh Hedaya, 1903-1951, et ils deviennent proches. 2 ans plus tard, Golestan quitte l'université et commence à travailler. En 1944, il rejoint le parti Tudeh d'Iran, et y reste jusqu'en 1947. Au début, il menait ses activités à Téhéran, puis il partit au nord de l'Iran, dans la province de Mazandaran pour 6 mois. Au printemps 1946, il dirige le journal Rabar, puis le journal Mardom, Le Peuple, le journal du parti Tudeh. En 1947, après quelques désaccords avec le parti, il démissionne et quitte le parti. Après sa démission, il reste plusieurs mois chez lui et se consacre à la lecture et la traduction. En 1947, il écrit sa première nouvelle Bidozdir Haftea, qui est publiée dans le mensuel Mardom, et en 1949 dans un recueil de nouvelles intitulé Hazar, Mahéakar et Pez. En 1944, il est employé par la compagnie pétrolière d'Iran, Anglo-Persian Oil Company, à Abadan, une ville qui possédait à l'époque la plus grande raffinerie de pétrole iranienne. À cette époque, la télévision n'existe pas encore en Iran. Un ami de Golestan, Joseph Mazandi, qui travaillait pour l'INS, International News Service, le présente à NBC et CBS. C'est une période où les événements politiques de l'Iran et le mouvement nationaliste du... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.